Une serveuse désargentée aida un touriste perdu à retrouver son hôtel, ignorant qu'il était un milliardaire qui. Une serveuse désargentée aida un touriste perdu à retrouver son hôtel, ignorant qu'il était un milliardaire qui tomberait amoureux d'elle. La pluie tombait en averses régulières sur Manhattan, rendant le trottoir glissant et transformant la lueur des lampadaires en halo diffus sur le sol mouillé. Il était près de minuit et la majeure partie de la ville s'était déjà réfugiée derrière des portes closes et des fenêtres éclairées. Sur la 42e rue, la pluie était plus forte que les pas, plus forte que la respiration. Lena ajusta les bretelles de son sac à dos usé et resserra la fine capuche de son manteau autour de son visage. Ses chaussures étaient trempées, chaque pas produisant un bruit spongieux, froid et familier. Elle venait de terminer un double service au restaurant, 10 heures debout, dont 5 sans pause, et maintenant elle rentrait chez elle, dans le minuscule appartement qu'elle partageait avec sa sœur de 12 ans, Nina, qui avait de la fièvre et attendait, un gant de toilette humide sur le front et sans dîner. Les rues étaient presque désertes, à l'exception d'un taxi occasionnel qui passait en éclaboussant et d'une silhouette endormie recroquevillée dans l'embrasure d'une boutique. Puis elle l'entendit. « Mademoiselle, s'il vous plaît, je suis désolée, je crois que je suis perdue. » Elle s'arrêta, le cœur battant légèrement à cette voix. Elle n'était ni en colère ni agressive, elle était effrayée, déplacée. Elle se retourna et vit un homme se tenant maladroitement sous l'auvent sombre d'une librairie fermée. Il était trempé, ses cheveux plaqués sur son front, son manteau dégoulinant d'eau sur ses chaussures. Dans ses mains, il tenait un morceau de papier détrempé. « J'ai perdu mon téléphone, » dit-il avec un fort accent. « Français, peut-être ? Je marchais depuis la gare, je pensais que c'était tout près. » Lena s'approcha un peu plus, ses yeux parcourant le papier. C'était une carte imprimée, partiellement déchirée, avec le nom d'un hôtel encerclé à l'encre bleue. Le nom de la rue était maculé, mais elle le reconnut. « C'est à environ 7 pâtés de maison d'ici, » dit-elle en penchant la tête. « Vous alliez dans la mauvaise direction. » L'homme ferma brièvement les yeux. « Je le savais, j'ai tourné à gauche au lieu de droite, j'ai tourné en rond. » Elle hésita. L'appartement était à 20 minutes, et elle devait acheter des médicaments pour Nina à la pharmacie en chemin, mais l'homme avait l'air vraiment perdu et frigorifié. « Je peux vous y accompagner ?» dit-elle soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous n'êtes pas obligé, ça va, je connais le quartier. » Elle esquissa un petit sourire. « D'ailleurs, on dirait que vous allez vous transformer en glaçon. » Il rit, reconnaissant. « Merci, merci, vraiment. » Ils marchèrent côte à côte sous la pluie, sans parler pendant quelques secondes. La ville autour d'eux pulsait doucement, klaxons occasionnels, éclaboussures de pneus, bruissement du vent s'engouffrant entre les bâtiments. « Je m'appelle Julien, » dit-il après un moment. « Je viens de Paris, c'est ma première fois à New York. »« Lena » répondit-elle. « Vous avez choisi un temps épouvantable pour visiter. Je devais arriver cet après-midi, » dit-il. « Mais le vol a été retardé, puis mes bagages ont été perdus, puis mon téléphone est tombé en panne et Eh bien, maintenant je suis juste le cliché du touriste. »« Vous n'êtes pas le pire que j'ai vu, » dit Lena. Il gloussa de nouveau. Elle apprit qu'il était en ville pour réfléchir un peu. Comme il disait, pas pour le travail, pas exactement pour des vacances, juste pour avoir de l'espace. Parfois, Paris est trop bruyant, même en silence. Elle ne comprenait pas tout à fait, mais elle hocha la tête quand même. « Et vous ?» demanda-t-il. « Vous travaillez dans le coin. »« Au restaurant de la 38e, » dit-elle. « J'y suis depuis presque 3 ans. » Il la regarda avec une douce curiosité. « Et que faites-vous quand vous ne sauvez pas des touristes perdus ?» Lena sourit faiblement. « J'essaie surtout de payer les factures et d'élever ma petite sœur. » Il n'en demanda pas plus, il n'en avait pas besoin. Quand ils atteignirent l'hôtel, un vieil immeuble niché entre une banque et une boutique de souvenirs, Julien s'arrêta devant la porte. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-il, « vous n'aviez pas à faire ça. »« Ce n'est rien, » dit Lena, écartant ses mèches mouillées de son visage, « juste contente que vous ayez retrouvé votre chemin. » Julien la regarda un instant de plus, puis sortit quelque chose de la poche de son manteau, un mouchoir, étonnamment propre et soigneusement plié. Il le lui offrit. « Vous m'avez donné de votre temps, laissez-moi vous donner quelque chose de chaud. » Elle le prit avec hésitation, puis hocha la tête une fois. « Bonne nuit, Julien. »« Bonne nuit, Lena. » Elle se retourna et disparut sous la pluie. Aucun d'eux ne savait à ce moment-là à quel point leur vie venait de changer.
L'appartement sentait légèrement les chaussettes humides et la lessive lorsque Lena entra, grelottant à cause de la pluie. Le chauffage ne fonctionnait pas correctement depuis des semaines. La lumière du couloir clignota une fois avant de s'éteindre complètement. Elle laissa ses chaussures mouillées près de la porte, ses chaussettes faisant un bruit spongieux contre le linoléum fissuré. « Nina » appela-t-elle doucement. De la petite chambre à coucher vint une voix faible. « Ici. » Lena laissa tomber son sac et entra. Sa sœur était recroquevillée sur le matelas étroit, une serviette pressée sur son front. Ses joues étaient rouges et elle paraissait plus petite que d'habitude, avalée par le sweat à capuche trop grand qu'elle portait. « Et » murmura Lena, écartant les cheveux humides du visage de la jeune fille. « Toujours chaude ?» Nina hocha la tête, les yeux vitreux. Lena se pencha et embrassa son front, puis se dirigea vers la minuscule cuisine. Elle ouvrit le réfrigérateur, rien qu'une bouteille de sauce soja, un demi-citron et un seul œuf qui avait probablement expiré la semaine dernière. Le placard n'était guère mieux garni. Un sachet de nouilles instantanées, froissé mais toujours scellé, reposait seul sur l'étagère. Elle soupira, remplit une petite casserole d'eau et la posa sur la cuisinière. Pendant que les nouilles cuisaient, elle ajouta une pincée de sel, l'œuf et une goutte de sauce soja, en remuant soyeusement. Ce n'était pas un repas, c'était de la survie. De retour dans la chambre, elle nourrit Nina lentement, cuillerée par cuillerée, jusqu'à ce que les paupières de la jeune fille commencent à tomber. « Seras-tu là demain » demanda Nina. « Bien sûr » murmura Lena, même si elle savait que c'était un mensonge. Après l'avoir bordée, Lena s'assit à la table de la cuisine, encore humide de la pluie, et ouvrit son vieil ordinateur portable. L'écran clignota 2 fois avant de s'allumer. Elle ouvrit la candidature qu'elle avait commencée des semaines auparavant mais n'avait jamais eu le temps de terminer. Elle remplit son nom, son histoire, ses rêves, corrigea et recorrigera chaque mot jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Elle n'écrivit pas qu'elle était fatiguée, effrayée ou affamée. Elle écrivit qu'elle voulait enseigner, construire quelque chose qui comptait, donner aux enfants comme Nina un avenir meilleur. Le lendemain commença comme tous les autres. Elle sauta le petit déjeuner, attacha ses cheveux en arrière, enfila ses baskets usées et se rendit au restaurant. En sortant, elle croisa le propriétaire dans le couloir. « Vous êtes encore en retard » dit-il, les bras croisés. « 3 jours où je change les serrures. »« Je l'aurai » répondit Lena, la voix tendue. « Je promets. » Le restaurant bourdonnait de bruit, de cliquetis de couverts, de graisse grésillante. Des murmures et des commandes criées par-dessus le comptoir. Lena noua son tablier et sourit pendant le rush du matin. Elle servit du café à des hommes qui ne levaient pas les yeux, essuya le sirop des menus collants, remplit les bouteilles de ketchup et débarrassa des plats trop lourds pour ses poignets endoloris. À midi, ses jambes lui faisaient mal. À 2 heures, le bas de son dos était engourdi. À 5 heures, elle avala un verre d'eau, s'assit 3 minutes derrière le réfrigérateur du personnel, puis se releva d'un bond quand on cria son nom. Pendant sa pause, elle s'appuya contre le mur de la ruelle derrière le bâtiment, fixant son téléphone. Pas d'appel, pas de réponse à sa candidature, rien. Sa collègue Carla alluma une cigarette à côté d'elle. « On dirait que tu as lutté contre une tempête la nuit dernière. » Lena eut un petit rire sans humour. « Quelque chose comme ça. » Carla plissa les yeux. « Je t'ai vu accompagner un gars la nuit dernière, un touriste. » Lena hocha la tête. Il s'était perdu, pas de téléphone. Il ne savait pas où était son hôtel, et tu l'as aidé, sous la pluie. Lena haussa les épaules. « Ma fille, » dit Carla en expirant la fumée. Il avait l'air de pouvoir se payer un taxi en or. « Je ne l'ai pas aidé parce qu'il était riche, » dit Lena. « Je l'ai aidé parce que personne d'autre ne l'aurait fait. » Carla secoua la tête. « Tu vas t'épuiser. »« Peut-être, » dit Lena en regardant le ciel gris et terne. « Mais pas aujourd'hui. » Elle retourna à l'intérieur, renoua son tablier et sourit au client suivant, une femme âgée qui commanda un café avec trop de sucre et demanda la météo comme si cela importait plus que toute autre chose au monde. Cette nuit-là, Lena compta les pourboires qu'elle avait gagnés. 18,43 $, assez pour acheter des médicaments, peut-être du pain. Alors qu'elle rentrait chez elle sous la faible lueur des lampadaires, ses pas lents et endoloris, Lena ne pensait pas à Julien ni à ce qui aurait pu arriver si elle ne s'était pas arrêtée. Elle ne pensait qu'à Nina, aux factures à payer, aux rêves qu'elle osait encore écrire dans des candidatures qui ne recevraient peut-être jamais de réponse. Mais même dans cet épuisement, sous la douleur et l'infinité de tout cela,
il y avait encore quelque chose de doux et de chaud en elle. L'espoir. Fragile, insensé, mais toujours vivant. Elle ne savait pas que son choix, tranquille d'aider un étranger sous la pluie, avait déjà mis quelque chose de plus grand en mouvement. Elle savait seulement comment continuer, un pas à la fois. La cloche au-dessus de la porte tinta, à peine audible par-dessus le vacarme de la vaisselle et le brouhaha des conversations à l'intérieur du restaurant. Lena leva les yeux de derrière le comptoir, prête à accueillir un autre client avec le même sourire exercé. Mais le sourire vacilla quand elle le vit. Julian. Il ne ressemblait en rien à l'homme qu'elle avait trouvé cette nuit pluvieuse. Son manteau était impeccable, taillé à la perfection, ses chaussures sèches et cirées, son écharpe sombre soigneusement nouée à son col. Il se déplaçait avec une confiance tranquille, mais lorsque ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose de plus doux émergea, la reconnaissance, et quelque chose de plus. « Lena » dit-il en s'avançant vers elle, sa voix douce mais claire. « Vous m'avez trouvé quand j'étais complètement perdu. » Elle cligna des yeux. « Vous avez réussi, » répondit-elle, presque incrédule. Julian plongea la main dans son manteau et en sortit quelque chose emballé dans du plastique transparent. « Je crois que ceci vous appartient, » dit-il. C'était le mouchoir, celui qu'elle lui avait offert sous la pluie, maintenant lavé, repassé, soigneusement plié et scellé pour le protéger. « Je ne pouvais pas quitter la ville sans vous le rendre, » ajouta-t-il, « et pour vous remercier correctement. » Lena hésita, regardant autour d'elle dans le restaurant. Son directeur était occupé à crier après quelqu'un dans la cuisine. La file de clients ne s'était pas encore formée. Elle avait 10 minutes, peut-être moins. Julian perçut son hésitation. « Si ce n'est pas le bon moment, je comprends. » Elle le regarda de nouveau. Quelque chose dans sa présence, calme, sans hâte, la fit se sentir en sécurité d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « J'ai une pause bientôt, » dit-elle, 15 minutes. Je serais honoré de les emprunter. Ils se dirigèrent vers un parc voisin, encore humide de la pluie de la nuit dernière, mais touché par un rare rayon de soleil hivernal. Julian leur acheta à tous les deux du café à un chariot de rue, le sien noir, le sien sucré et crémeux. Ils s'assirent sur un banc, une légère brise faisant bruisser les arbres nus au-dessus d'eux. Julian prit une gorgée, puis la regarda. « Alors, comment allez-vous » demanda-t-il. Elle haussa instinctivement les épaules. « Je vais bien. » Il pencha la tête, l'étudiant. « Non, je veux dire, comment allez-vous, vraiment ?» La question la stupéfia, non pas parce qu'elle était profonde, mais parce que personne ne la posait jamais comme ça. Pas avec intention, pas avec un intérêt sincère. Elle laissa le silence s'installer avant de répondre. « Fatiguée, » admit-elle, la plupart du temps. Inquiète, parfois pleine d'espoir, parfois non. Julian hocha la tête, comme si ces mots avaient un sens parfait pour lui. « Et vous » demanda-t-elle. « Vous avez retrouvé votre téléphone, votre hôtel, qu'est-ce qui vous ramène ici ?»« Je suis resté plus longtemps que prévu, » dit-il. « Quelque chose à propos de cette ville, ou peut-être juste quelque chose à propos du fait d'être perdu ici. Ça m'a rappelé comment me sentir à nouveau petit. C'est humiliant, » gloussa-t-elle légèrement. « La plupart des gens détestent se sentir petits. Autrefois, oui, mais maintenant, je pense que c'est quand nous sommes petits que nous remarquons le plus. » Ils sirotèrent leur café dans un silence confortable. « Aidez-vous toujours les étrangers » demanda-t-il. « Seulement ceux qui ont l'air d'en avoir besoin. »« Alors j'ai de la chance. » Elle le regarda, souriant à moitié. « Vous ressembliez à un chiot noyé. C'est comme ça que je me sentais. » Ils rirent. Son téléphone vibra. « Pause terminée. Je devrais y retourner, » dit-elle en se levant lentement. « Bien sûr. » Il se leva avec elle. « Puis-je vous revoir ?» Elle marqua une pause. Non par méfiance, juste par surprise. Ce n'était pas souvent que quelqu'un demandait à la voir pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle faisait. « Peut-être, » dit-elle. « Je travaille beaucoup. Je suis doué pour retrouver les gens, » dit-il avec un sourire. Elle lui fit un petit signe de tête, puis se retourna vers le restaurant. Julian la regarda partir, tenant le gobelet de café vide, une brise soulevant le bord de son écharpe. Lena, retournant au vacarme de la vaisselle et aux voix criardes, sentit quelque chose changer tranquillement en elle. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui avait posé des questions sur elle, pas sur l'employé, pas sur la sœur aînée, pas sur la locataire en difficulté, juste sur Lena. Ils se rencontraient tôt le matin, toujours avant que le service de Lena ne commence. La ville était plus calme alors, se frottant encore les yeux ensommeillés,
et il y avait une sorte de paix dont ils semblaient tous les deux avoir besoin. Parfois, ils s'asseyaient dans un café près d'Union Square, où le barista se souvenait de leur commande dès la 3e visite. Café noir pour Julien, chez latte pour Lena. D'autres fois, ils marchaient sur la High Line, regardant le ciel passer du gris à l'or, le son de leurs pas résonnant doucement sous les arbres. Un matin, Julien apporta 2 croissants emballés dans du papier brun. Ils s'assirent sur un banc devant la bibliothèque publique, partageant les pâtisseries beurrées en silence, entourés par le rythme des taxis, des vélos et des vitrines qui s'ouvraient. Lena sourit. « Ça semble voler. »« Voler » demanda-t-il, les sourcils levés. Comme si nous avions volé un petit bout de calme avant que le monde ne se réveille. Julien hocha la tête. « Alors j'espère que personne n'appellera la police. » Elle rit, et pendant un instant, elle parut plus légère, moins accablée par le monde. Au cours des jours qui suivirent, ils parlèrent, non pas par de longs monologues ou des confessions dramatiques, mais par bribes, par fragments, une phrase à la fois. « Mes parents sont morts quand j'avais 16 ans, lui dit Lena un jour, la voix plate mais pas amère. Accident de voiture. J'ai dû grandir vite. Nina n'avait que 6 ans. Je suis désolé, dit doucement Julien. Je voulais être enseignante, continua-t-elle. Je le veux toujours. Mais la vie en a décidé autrement. Il n'offrit pas de pitié, seulement le silence, respectueux et à l'écoute. Et il partagea ses propres vérités, lentement, comme quelqu'un qui teste l'eau après des années de noyade. J'étais quelqu'un d'important, dit-il un matin, alors qu'ils étaient assis près d'une rangée de tulipes en fleurs à Bryant Park. Pour le monde, du moins. Mon nom était dans les articles, les gens citaient ce que je disais en réunion. Lena le regarda. Mais je ne me suis senti personne depuis longtemps. Après le décès de ma mère, les lumières sont restées allumées, mais rien en moi ne l'était. Il baissa les yeux sur ses mains, puis la regarda de nouveau. Tout le monde voyait mon nom, dit-il doucement. Mais personne ne me voyait. Lena ne dit rien pendant un moment, se contenta de tendre la main et de toucher légèrement son poignet. Pas de mots, juste une présence. Ils avaient tous deux connu l'absence, tous deux appris à survivre dans des espaces où personne ne regardait de trop près. Et maintenant, dans ces moments simples, lisant côte à la bibliothèque, debout sous les arbres de la ville, ils étaient à nouveau vus, non pas comme le monde voit, mais comme quelqu'un voit quand il se soucie vraiment. Un matin, alors qu'une légère neige tombait, Julien resserra une écharpe autour du cou de Lena avant qu'elle ne puisse protester. « Le vent de New York n'a aucune manière, » dit-il. Elle leva les yeux au ciel, mais elle ne s'écarta pas. Un autre jour, elle lui apporta un thermos de thé au miel. « Votre gorge semblait rauque hier. Êtes-vous toujours aussi gentille ?» demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Seulement avec les gens qui me rendent mes mouchoirs. » Il sourit. Vraiment sourit. Et elle réalisa à quel point il était rare pour quelqu'un comme lui de rire sans réserve. Leur lien n'était ni bruyant ni radical. Il ne s'agissait pas de grandes déclarations ni de baisers volés. C'était le genre de lien qui se formait dans le calme, à travers des silences partagés, des regards compréhensifs et le lent démantèlement des murs qu'ils avaient tous deux construits trop haut, trop tôt. Pour Lena, c'était la première fois depuis des années que quelqu'un lui demandait ce qu'elle rêvait de devenir, pas seulement comment elle prévoyait de survivre à la semaine. Pour Julien, c'était la première fois que quelqu'un le regardait sans rien attendre d'autre que de l'honnêteté. Un matin, juste avant qu'elle ne parte pour son service, il l'accompagna jusqu'à la porte du restaurant. « Avez-vous déjà souhaité que les choses aient été différentes ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant. « Parfois, » admit-elle. « Mais si elle l'avait été, je ne me serais peut-être jamais arrêté pour aider un homme sous la pluie. » Il la regarda alors, non pas avec admiration, non pas avec gratitude, mais avec quelque chose de beaucoup plus profond. Et elle le vit. Il guérit sight. Et peut-être, juste peut-être, elle aussi. L'article tomba comme une bombe. C'était un matin calme au restaurant quand Carla claqua son téléphone sur le comptoir et dit « Lena, c'est ton touriste perdu ?» Lena se pencha, s'attendant à voir quelque chose d'idiot, peut-être un mème de sosie de célébrité. Mais son souffle se coupa quand elle vit le titre. Le milliardaire français de la tech Julien Duval aperçu à New York, une visite discrète soulève des questions. Il y avait une photo, prise quelques jours plus tôt, Julien marchant dans Central Park, l'écharpe lâche autour du cou, un café à la main, souriant, détendu, vivant. Lena recula. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Elle relut les mots, PDG de Duval Technologies,
l'un des hommes les plus riches d'Europe, disparition énigmatique, rumeur selon laquelle il prendrait un congé sabbatique après la mort de sa mère. Tout devint flou. Elle ne parla pas pendant le reste de son service. Ce soir-là, elle n'alla pas au parc où Julien attendait habituellement. Elle rentra chez elle. Elle serra Nina plus longtemps que d'habitude. Elle fixa le même mur pendant des heures. Les souvenirs se tordaient dans son esprit. La façon dont il avait parlé, son silence prudent sur le travail, ses vêtements modestes, son insistance à la connaître sans attente. Mais il avait menti, omis, caché la plus grande partie de lui-même. Et peut-être était-elle tombée amoureuse de quelqu'un qui n'existait pas vraiment. Le lendemain matin, il vint au restaurant. Il ne s'habilla pas différemment. Il n'amena pas de garde du corps, juste le même manteau, le même regard doux dans les yeux. Elle le rencontra à l'extérieur, les bras croisés, le cœur battant à toute allure. « Alors c'est vrai, dit-elle. Il hocha la tête. « Oui. Vous êtes milliardaire. »« Oui. Combien de temps alliez-vous me le cacher ?»« Je n'avais pas prévu de vous le dire du tout au début, admit-il, parce que je ne voulais pas que cette version de moi soit celle que vous rencontriez. » Elle rit amèrement. « Et quelle version m'avez-vous montré? Le numéro du pauvre homme perdu ?» Il s'approcha. « Non, c'était réel. Tout ce que j'ai dit était réel. J'étais perdu. Simplement pas de la façon dont vous le pensiez. » Léna détourna le regard, la mâchoire serrée. « Vous m'avez menti. J'ai caché quelque chose? Oui. Parce qu'à partir du moment où les gens connaissent mon nom, ils arrêtent d'écouter. Ils arrêtent de regarder. Vous ne pensiez pas que je méritais la vérité, lança-t-elle sèchement. Je pensais, j'espérais, que vous connaîtriez d'abord le vrai moi. La partie qui ne signe pas de contrat et ne siège pas à des conseils d'administration. Just Julian. » Il y avait de la douleur dans sa voix, mais Léna ne pouvait pas l'absorber. « Tout ce temps, murmura-t-elle. Je pensais que vous me voyiez. » C'était le cas. « Non, » secoua-t-elle la tête. « Vous avez vu quelqu'un de gentil, desserviable, de dos. Mais je suis aussi fatigué, en colère. Je suis désordonné. Je n'appartiens pas à votre monde. Je me fiche de ce monde. Mais moi si, s'écria-t-elle, parce que je ne serai jamais assez bien pour lui. » Il tendit doucement la main. « Lena. » Elle retira sa main. Ses yeux s'emplirent de larmes, sa voix se brisa. « Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de grandir en croyant que vous ne compterez jamais à moins que quelqu'un ne vous choisisse. Et maintenant que quelqu'un l'a fait, ça ressemble toujours à une blague. Je n'ai jamais voulu vous faire sentir comme ça, murmura-t-il. Je sais, dit-elle en reculant, mais je le ressens quand même. Le silence s'étira entre eux. Lord. Final. Si vous avez besoin d'espace, dit Julien, je vous le donnerai. Mais pas parce que j'ai cessé de m'en soucier. Je suis là. Je l'ai toujours été. Elle ne répondit pas. Elle se détourna simplement et descendit la rue. Son manteau flottant au vent, les larmes coulant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Et pour la première fois, Julien ne la suivit pas. Parce qu'il comprenait. Il ne s'agissait pas du mensonge. Il s'agissait de la blessure qu'il avait touchée. Et pour Léna, s'éloigner de quelque chose qui avait commencé à ressembler à un foyer était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite. Mais elle ne se sentait pas digne d'être aimée. Pas encore. L'enveloppe était petite et légère, glissée dans le même mouchoir qu'elle lui avait autrefois offert un soir de pluie. Elle avait été laissée au comptoir du restaurant sans nom, sans adresse de retour. Juste son prénom écrit d'une écriture propre et familière. Léna l'ouvrit les mains tremblantes après la fin de son service, quand la ville s'était assombrie et que Nina dormait déjà. Elle déplia la note, son souffle se coupant en voyant les mots écrits à l'encre, d'une écriture ferme et claire. « Léna, tu m'as rappelé comment ressentir. Pas en tant qu'homme avec des titres. Pas en tant que quelqu'un suivi par les gros titres ou observé pour sa valeur. Mais simplement en tant qu'être humain. Je suis venu à New York pour disparaître. Je t'ai trouvé à la place. Je sais que je t'ai blessé. Ce n'était jamais mon intention. Mais je vois maintenant que certaines blessures ne sont pas les miennes à guérir. J'espère seulement qu'un jour tu croiras que tu es digne. Non pas parce que je le dis, mais parce que tu le verras enfin par toi-même. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu laisseras quelqu'un t'aimer, vraiment. Merci. Pour tout. Julian. » Elle s'assit à la table de la cuisine, la lettre pressée contre sa poitrine, les yeux brouillés de larmes. Mais pour une fois, les larmes ne venaient pas du désespoir. Elles venaient d'autre chose. Quelque chose de plus léger. Pas de la joie. Pas encore. Mais d'une libération. Léna ne répondit pas.
Pas immédiatement. Au lieu de cela, elle plia soigneusement la lettre et la plaça dans le tiroir de sa commode, sous une pile de vieilles brochures universitaires et de photographies délavées. Puis elle se mit au travail. Le lendemain, elle récupéra un formulaire de candidature dans un collège communautaire local. Une semaine plus tard, elle s'assit avec un conseiller, expliqua sa situation financière et demanda fermement ce qu'il faudrait pour terminer sa certification d'enseignante. Elle s'inscrivit également comme bénévole dans un petit refuge de l'East Side, donnant des cours de soutien en anglais et en mathématiques à des enfants immigrés. Ce n'était pas payé, mais pour la première fois, elle avait l'impression de construire à nouveau quelque chose. Sa routine changea. Elle travaillait toujours au restaurant, payait toujours son loyer en retard plus souvent qu'à son tour. Mais ses pas devinrent plus assurés. Son rire venait plus facilement. Elle passait ses nuits à étudier et ses week-ends à aider les enfants à prononcer de nouveaux mots, à résoudre des fractions, à écrire leur première dissertation. Un après-midi, un petit garçon à qui elle donnait des cours lui tendit un dessin. C'était elle, debout devant un tableau noir, une couronne sur la tête. « Mademoiselle Lena est une reine enseignante », avait-il écrit en dessous. Elle l'accrocha au-dessus de son lit. La douleur ne disparut pas. La douleur de l'absence de Julian, la crudité de cette dernière conversation, tout cela persistait, mais ne la définissait plus. Elle arrêta de se regarder dans le miroir et de ne voir que la serveuse. Elle vit la combattante, la rêveuse, la femme qui était tombée et s'était relevée encore et encore sans demander d'applaudissements. Certains soirs, elle ouvrait le tiroir, relisait la lettre et tenait le tissu du mouchoir entre ses doigts. Elle ne savait pas où Julian était parti ni s'il reviendrait, mais pour la première fois de sa vie, elle n'attendait personne pour la sauver. Elle avait appris à se tenir seule sous la pluie, et maintenant elle savait qu'elle pouvait s'aimer à travers la tempête. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues lignes dorées sur le trottoir fissuré devant le centre d'apprentissage communautaire. Les rires des enfants résonnaient de l'intérieur du bâtiment, aigus, insouciants, pleins de vie. Lena se tenait près de la porte, aidant un élève à remonter la fermeture éclair de sa veste quand elle le sentit. Cette présence, familière, stable. Elle se retourna. Julian se tenait au bord du trottoir, ne tenant qu'une petite boîte dans une main et une expression tranquille sur le visage. Pas de voiture de luxe, pas de costume sur mesure, juste une simple veste, un jean et la douce humilité de quelqu'un qui avait tout laissé derrière lui sauf la vérité. Son souffle se coupa. Il ne se précipita pas. I'll attend it. Lorsque le dernier élève fit un signe de la main et que la porte claqua derrière eux, elle sortit à sa rencontre. « Tu es revenu ?» dit-elle, non pas comme une question, mais comme une reconnaissance tranquille. « Je ne savais pas si je devais, » répondit Julian, « mais je savais que je devais le faire. » Elle le regarda attentivement. Il avait l'air différent et pourtant le même. La façon dont quelqu'un regarde après avoir traversé le feu et choisi de ne pas brûler les autres avec. « Je ne suis pas ici pour changer ta vie, » dit-il. « Je sais que tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu ne l'as jamais eu besoin. » Ses yeux s'adoucirent. « Je suis ici parce que tu as changé la mienne, » continua-t-il, et je ne pouvais pas l'oublier. Il plongea la main dans sa poche et en sortit la petite boîte en bois. À l'intérieur, nichée sur un morceau de velours usé, se trouvait une simple bague en bois, belle dans son imperfection, façonnée à la main, lissée par le temps. « Ce n'est pas de l'or, » dit-il, « pas de diamant, juste quelque chose que j'ai fait avec l'arbre du jardin de ma mère. La seule chose que j'ai gardée de la maison quand je l'ai vendue. » Il leva les yeux. « Je ne veux pas d'un oui de ta peur. Je veux un oui de ta paix, de la partie de toi qui sait que tu n'es pas petite, qui sait que tu mérites l'amour, parce que tu le mérites. » Lena regarda la bague, l'homme, l'espace entre eux qui ne semblait plus inaccessible. « Tu as attendu, » murmura-t-elle. « J'aurais attendu pour toujours. » Elle prit une profonde inspiration, les yeux clignotants pour retenir ses larmes. Puis elle sourit. Pas le sourire fatigué et poli qu'elle utilisait pour les clients, pas le sourire réservé qu'elle utilisait avec le monde, mais un sourire qui venait de quelque part de plus profond, de plus calme. Elle tendit la main et prit la sienne, la refermant doucement autour de la bague. « Tu pourras la mettre plus tard, » dit-elle. « Pour l'instant, marche juste avec moi. » Il hocha la tête, les yeux brillants. Ils descendirent le trottoir ensemble, côte à côte. Pas de fanfare, pas de gros titres, pas de promesses de château ou de fins heureuses. Juste deux personnes, marquées, adoucies et enfin prêtes. Non pas parce qu'elles étaient parfaites,
mais parce qu'elles s'étaient vues dans ce qu'elles avaient de plus humain et avaient choisi de rester. Le bâtiment se dressait à l'angle de la 8e et de Delancey, une modeste structure en briques à la peinture écaillée, aux planchers inégaux et aux fenêtres qui claquaient les jours de grand vent. Mais à l'intérieur, il pulsait de rire, de chaleur et du faible bourdonnement de l'apprentissage. C'était autrefois une laverie abandonnée. Maintenant, c'était tout autre chose. Claire Haros, nommée non pas pour la gloire ou l'héritage, mais pour l'espoir, était le centre d'apprentissage communautaire que Léna et Julien avaient imaginé ensemble. Pas une œuvre de charité, pas un projet empreint de pitié ou financé par la pitié. C'était un foyer. Pour les enfants, pour les perdus. Pour tous ceux qui apprenaient encore à croire qu'ils avaient leur place. Cela faisait 1 an depuis ce jour devant la salle de classe. Depuis la bague taillée dans le bois. Depuis que 2 personnes seules avaient cessé de marcher séparément. Léna enseignait 4 jours par semaine. Lecture, écriture, sciences de base et comment s'exprimer avec gentillesse. Elle travaillait encore occasionnellement au restaurant. Pas pour l'argent, mais parce que cela l'ancrait. Julien, autrefois connu dans les salles de conférences et les gros titres économiques, portait maintenant des jeans tachés de peinture et passait ses matinées à réparer des robinets qui fuyaient, à dessiner des affiches d'histoire pour les murs, ou à montrer à un timide enfant de 7 ans comment tailler un crayon. Il ne se présentait jamais comme Julien Duval. Il disait simplement « Salut, je suis Monsieur J ». Un vendredi après-midi, après un cercle de lecture où Léna avait fait des voix amusantes pour chaque personnage du livre, une petite fille nommée Mia tira sur la manche de Julien alors qu'il pliait des serviettes en papier dans un coin. « Monsieur J », demanda-t-elle, clignant des yeux vers lui avec curiosité, « êtes-vous riche ?» Il marqua une pause, puis sourit, « Pas de la façon dont tu le penses. » Elle hocha lentement la tête, satisfaite, puis courut rejoindre ses amis. Plus tard dans la journée, Léna se tenait devant le tableau noir, effaçant les gribouillis laissés par ses élèves. Derrière elle, Julien grimpait sur un tabouret pour remplacer une ampoule qui vacillait. Elle se retourna et le regarda un instant, sa main reposant doucement sur son ventre arrondi. Il n'avait pas fait de grandes annonces. Il n'y avait pas d'échographie encadrée d'or ni de confettis de fête. Juste un matin tranquille, où il lui avait embrassé le front et murmuré. « J'ai hâte de rencontrer le 3e membre de notre équipe. » L'un des garçons au premier rang leva la main. « Mademoiselle Léna, comment avez-vous rencontré Monsieur J ?» Les autres enfants levèrent les yeux, curieux. Léna sourit. « Il pleuvait, dit-elle. Il était perdu. Pas de téléphone, pas de parapluie, juste une carte froissée et la mauvaise rue. Je l'ai aidé à trouver son hôtel. »« Pourquoi l'avez-vous aidé ?» demanda une petite voix. Léna regarda par la fenêtre, où les nuages se formaient à nouveau au-dessus de la ville. « Parce que personne d'autre ne l'aurait fait, » dit-elle simplement. Julien descendit du tabouret, s'essuyant les mains sur son pantalon. « Et parce que, » ajouta-t-il avec un sourire, « elle pensait que je ressemblais à un chiot très mouillé. » Les enfants gloussèrent. Puis la voix de Léna s'adoucit. « Le véritable amour n'arrive pas emballé dans des diamants, » dit-elle. « Parfois, il marche à vos côtés par une nuit pluvieuse avec rien d'autre qu'une carte perdue et un cœur qui attend d'être trouvé. » La pièce devint silencieuse, un silence doux et pensif. Julien s'approcha et lui prit la main. Il n'avait pas besoin d'expliquer davantage. Parce que dans ce petit bâtiment, parmi des chaises dépareillées, des tasses ébréchées et l'odeur des crayons de cire et de la craie, leur amour ne concernait pas la richesse ou les promesses murmurées sous des lustres. Il s'agissait d'être présent. Il s'agissait de voir quelqu'un, non pas pour ce qu'il devrait être, mais pour ce qu'il est. Et alors que les enfants rangeaient leurs sacs et se déversaient dans le crépuscule, Léna se tenait dans l'embrasure de la porte, les regardant disparaître dans les bras de mère, de frères et sœurs et de familles d'accueil. Elle s'appuya contre l'épaule de Julien et murmura. « Penses-tu que nous avons fait quelque chose de bien ?» Il lui embrassa la tempe. « Je pense que nous avons commencé quelque chose qui compte. » Et c'était peut-être la plus grande histoire d'amour de toutes. Une histoire construite non pas sur de grands gestes, mais sur la gentillesse quotidienne. Non pas sur la perfection, mais sur la présence. Parce que parfois, le plus petit acte de bonté, une main chaude sous la pluie, une tasse de café partagée en silence, peut être le début d'un amour assez grand pour changer 2 vies et bien d'autres encore. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage inoubliable. Une histoire née d'une nuit pluvieuse, d'un acte de gentillesse discret et de 2 cœurs apprenant à faire confiance à nouveau.
L'histoire de Léna et Julien nous rappelle que l'amour n'arrive pas toujours en grands gestes ou au moment parfait. Parfois, il se présente trompé, perdu et inattendu, mais exactement quand nous en avons le plus besoin. Et parfois, les plus petits moments, un café partagé, un mouchoir plié, une question douce, peuvent changer le cours d'une vie. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à Soul Steering Stories, histoire qui touche l'âme, où de vraies émotions, de vraies personnes et un véritable amour prennent vie. Votre prochaine histoire préférée n'est peut-être qu'à un clic. D'ici là, restez bienveillants, restez ouverts et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un seul acte désintéressé.